trustez absolument les victoires? Bah oui. Quels sont les 3 hommes que vous redoutez le plus? En premier, il y a Anquetil. Anquetil Poulidor divisait la France. Il y a eu même des divorces dans les familles. Ce qui me ferait plaisir, c'est d'acheter une ferme en Normandie et de vivre tranquillement à l'abri. Le sport cycliste, beaucoup trop dur pour courir pour des médailles. J'étais trahi par certains organes de mon corps. Moi, j'ai toujours la bonne santé. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Oh, eh bien, c'est le moral qui va pas. C'est un personnage un peu à part. C'est le premier à avoir gagné 5 fois le Tour de France. C'est quand même pas rien. Il n'y en a pas eu beaucoup qui l'ont imité depuis lui. Il était une ombre. Hein. Il m'a dit, tu vois, ce contre-la-montre-là, je vais le perdre. Celui que l'on surnommait Maître Jacques nous a quittés le 18 novembre 1987, foudroyé par un cancer. Jacques Anquetil a été le plus grand cycliste français de tous les temps, vainqueur à 5 reprises du Tour de France. Mal aimé parfois face à son ennemi du peloton, Raymond Poulidor, l'éternel second. Quel incroyable destin! Qui eût cru qu'un jour, ce gamin de Mont-Saint-Aignan, qui dès l'âge de 4 ans parcourait plus d'1 kilomètre à vélo pour se rendre à l'école, allait devenir un des plus grands champions que le sport français ait connu. Durant cette émission, nous allons entendre ceux qui ont croisé son parcours, Bernard Hinault, Michel Drucker, Raymond Poulidor, Thierry Gouvenou. Avec nous sur ce plateau également Dominique. Bonjour, vous êtes la dernière compagne de Jacques. Oui. Daniel Manjas, vous êtes le célèbre speaker du Tour de France. Vous avez côtoyé celui qu'on surnommait Monsieur Chrono, tellement il était imbattable dans les contre-la-montre. Et puis regardez, Thierry Marie va nous rejoindre dans quelques instants. C'est le dernier Normand à avoir porté le maillot jaune. Il était très proche de Jacques Anquetil, dont il s'est inspiré, comme beaucoup d'autres coureurs, on le verra. Mais qui était Maître Jacques ? Comment a-t-il fondé sa légende en remportant 5 Tours de France ? Retour quelques années en arrière avec Jean-Baptiste Patier. Le champion né en Seine-Maritime sera le premier cycliste de l'histoire à remporter 5 Tours de France. Sa première victoire d'étape, il la gagne sur ses terres, le 29 juin 1957, entre Caen et Rouen. Aux yeux de tous les Normands, il devient alors le conquérant du Tour. Ce premier Tour de France se passe bien en somme. Bien, le début se passe très bien pour toute l'équipe de France et pour moi-même en même temps. C'est ça, vous trustez absolument les victoires? Bah oui, pour l'instant. Ben, je souhaite que vous continuiez. Merci, on va essayer. 3 semaines plus tard, le 20 juillet, au Parc des Princes à Paris, Jacques Anquetil signe sa première victoire sur la Grande Boucle. Jacques Anquetil réitère son exploit en 1961, 62, 63 et 1964, le Tour du siècle, où il termine devant Raymond Poulidor. On va évoquer ce duel entre Anquetil et Poulidor qui a littéralement divisé le pays à une époque où le cyclisme était plus populaire que le football. Dominique, vous avez été la dernière compagne de Jacques Anquetil. Vous étiez à ses côtés jusqu'au dernier jour, ce 18 novembre 1987, où il nous a quittés. Vous dites, l'homme que j'aimais, vous aimez aussi. C'est une manière de rétablir la vérité ? Oui, parce qu'en fin de compte, bien sûr, j'aimais Jacques, mais aussi son public. Et aujourd'hui, on voit son public, même quand il passe rendre visite à la propriété, c'est des larmes, c'est des souvenirs, c'est très difficile à vivre, mais on voit que les gens... Donc, c'est vrai qu'il aimait son public. Alors, on l'a parfois présenté comme quelqu'un de froid, quelqu'un d'austère. Pour vous, c'était un grand timide, d'abord attaché à sa terre. Oui, et Jacques avait une telle prestance qu'on avait l'impression qu'il fallait briser la glace avant de pouvoir l'aborder. Mais c'est vrai. Il impressionnait. Oui, il a impressionné. Alors, Jacques Anquetil, c'est le plus beau palmarès du cyclisme français. Le premier à avoir remporté 3 grands tours, 5 victoires dans le Tour de France, 2 Tours d'Italie et une victoire dans le Tour d'Espagne, c'était en 1963. Je vais m'adresser à vous, Daniel Manjas. Vous avez vu passer des centaines de coureurs. Anquetil, c'était Monsieur Chrono. Qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres ? On n'a plus de coureurs comme Anquetil aujourd'hui ? Non, je pense que Jacques, c'était la perfection sur le vélo. On dit toujours qu'on fait un vélo sur mesure. J'ai l'impression que c'était l'athlète qui était sur mesure pour coller parfaitement à la machine. Et c'est vrai que Jacques, c'était la perfection, c'était la classe, c'était le charisme. Moi, gamin, quand je voyais Jacques Anquetil,
j'avais envie de devenir coureur cycliste tellement il était beau, il rendait presque le cyclisme facile parce qu'on n'avait pas l'impression de souffrance. C'est vrai que ça a été un champion absolument exceptionnel qui a fait naître des vocations et qui a évidemment véhiculé l'image de la Normandie. Il était très attaché à la Normandie. Dès qu'un champion normand brillait, il était l'homme le plus heureux. Alors, Jacques Anquetil, c'était aussi le coureur mal aimé. Sa reconnaissance du public, il a eu après sa carrière, après ses duels avec, on le disait au début de cette émission, avec Raymond Poulidor. Il y a quelqu'un qui a fait ses débuts de journaliste sportif en 1964, année où Jacques Anquetil réalisait un doublé historique, Tour de France, Tour d'Italie. Ce journaliste, c'était Michel Drucker. Anquetil, c'était son idole. Écoutez Michel Drucker. Anquetil, il avait cette silhouette incroyable, longiligne, filiforme, et qui était un coureur profilé, comme on dit, avec une pénétration dans l'air. Ceux qui connaissent le vélo savent ce que c'est. Il tirait des braquets incroyables. On se demandait où il avait trouvé cette force. Il avait compris très tôt que si on veut entrer dans la légende, il faut gagner le Tour de France. Il aimait bien qu'on donne l'impression qu'il s'entraînait moins que les autres et qu'il gagnait uniquement sur la classe. Non, il avait la classe, mais il s'entraînait autant que les autres. Anquetil, ça reste encore une époque assez héroïque. Moi, j'ai vu Anquetil en perdition dans l'école, parce qu'il avait bu un petit coup de trop la veille et qu'il n'était pas assez préparé. Il récupérait dans la descente, il digérait tout ça. Dans le col suivant, il n'était pas à la rame. On était dans les Alpes, il y avait encore les Pyrénées, et on se disait, là, ce tour-là, il ne va pas le gagner. Il le gagnait. Anquetil, il y a une histoire. Il y a une histoire, il y a assez sulfureuse. Il y a le grand champion, il y a sa vie compliquée. Si Anquetil, la vie d'Anquetil, il la vivait maintenant avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui s'est passé, avec tous les paparazzis, la presse people, alors là, il alimentait la presse tout le temps. Mais il fascinait, quoi. Anquetil, c'était de long, quoi. Il avait une froideur qui faisait qu'il avait une aura que les autres n'avaient pas. Puis cette élégance, c'était une star, les autres étaient des vedettes. Anquetil, il est mort jeune, très jeune. Bon. Je suis rentré dans la chambre et il m'a fait une réflexion totalement d'Antoine Blondin ou de Michel Audiard. Il a ouvert la couverture, il avait des jambes qui étaient grosses comme mon bras, il était une ombre, encore plus creusé que d'habitude, et avec un sourire, il m'a dit, tu vois, ce contre-la-montre-là, je vais le perdre. Dominique, quand on entend Michel Drucker, est-ce que vous avez l'impression d'avoir vécu avec une icône, avec une légende? Non, j'ai vécu avec un homme, tout simplement. Mais je le découvre maintenant. Il parlait peu de lui, il était assez discret sur ses exploits. Il n'aimait pas parler de ses succès. Non, on n'en parlait jamais d'ailleurs. On parlait de plein de choses, de nature, de tout. Mais on ne parlait pas vélo, et d'abord, je n'y connaissais rien. Alors, Daniel Manjas, vous connaissiez Jacques Anquetil, le champion, et Jacques Anquetil, l'homme, dans la vie privée. Vous avez voyagé avec lui et vous racontez qu'il passait des nuits à regarder les étoiles. Ça vous avez marqué. Oui, je me souviens, Dominique, on était ensemble à l'île de la Réunion, et ça ne le gênait pas de se coucher à 2 heures du matin, après avoir observé le ciel, et parfois être le plus matinal pour aller faire de la pêche sous-marine, de la plongée. Moi, j'ai été impressionné. Souvent, il m'a dit « passe me voir au château ». Et par timidité de son vivant, j'y suis allé après, mais de son vivant, j'y suis jamais allé. Mais c'est vrai que c'était quelqu'un d'une grande gentillesse. Et Dominique l'a dit tout à l'heure, très timide. Moi, je me souviens d'une anecdote à l'Étoile de Bessèges. On finissait la soirée, et puis le repas se terminait. Et puis, je prends le micro, tout le monde chantait, etc. Et je dis maintenant, Jacques Anquetil va vous chanter une chanson. Il est devenu tout rouge. Et puis, je rentre en voiture avec Raymond. On n'était pas dans la même voiture que Jacques. Il me dit, t'as vu comment Jacques est timide. Et là, je m'en suis rendu compte. Il avait vraiment une profonde timidité, alors que c'est vrai. Pour moi, c'était Mozart sur le vélo. Mozart sur le vélo, ça, c'est ça, souvent revenu, effectivement, dans la bouche des commentateurs sportifs. Dominique, vous vivez toujours dans le château de Neuville-Champ-d'Oisel, en Seine-Maritime. Oui. C'est là que vous habitiez avec Jacques Anquetil. L'endroit est aujourd'hui occupé également par votre fils, Christopher, qui est un autre fils. La descendance est assurée, on pourra en parler. On va voir un extrait de l'émission Histoire de se balader, justement, qui vous a rendu visite.
Ça avait l'air quand même d'être un papa poule en quelque sorte. Ouais, je pense. J'ai d'ailleurs quelques photos que je peux vous montrer. Hop. Ah, ça, avec Bernard Hinault, c'est ça? Ça, c'est avec Bernard Hinault. Ah, voilà, avec papa. Moi, j'aimais bien monter sur le tracteur tondeuse et lui le pousser, et ce genre de choses. Ah, il y a du monde qui nous attend. Venez. Tu viens avec nous, Lyra? Oui. Allez, viens. Voilà, le château de Neuville-sur-Doiselle, où vous continuez à vivre avec Christopher et sa famille. Avec mes enfants, donc avec Christopher, son épouse, sa petite fille qui a 2 ans et demi, Lyra. Et depuis quelques semaines? Et puis depuis quelques semaines, il y a Elliot. Voilà la relève des Anctil. Le nom Anctil va perdurer, c'est ce qu'on disait. Oui, exactement. Hein? Alors, comment évoquer le nom de Jacques Anquetil? On en a parlé tout à l'heure, sans parler de la rivalité avec un certain Raymond Poulidor. Les deux coureurs ont écrit les plus belles pages de l'histoire du cyclisme, il faut bien s'en rendre compte. Poupou, l'éternel second que le public adulait, un duel qui a littéralement divisé le pays entre les supporters des deux hommes, à l'image de cette montée. C'est une image légendaire. Cette ascension du Puy-de-Dôme dans le Tour de France en 1964, Anquetil brigue un 5e succès, Poulidor à 57 secondes d'écart au classement général. Dans l'ascension, il lâche Anquetil, le tour le plus dramatique de la vie des spécialistes de toute l'histoire se joue là, à ce moment-là, à l'arrivée. L'écart est de 42 secondes entre les deux hommes. Ça n'est pas suffisant. Anquetil garde le maillot jaune et remporte le Tour de France. Raymond Poulidor, que nous avons pu rencontrer, évoque sa rivalité avec Anquetil. Anquetil Poulidor ont divisé la France. La France était divisée en deux. Il y a eu même des divorces dans les familles. Le mari ou la femme était pour l'un ou pour l'autre. C'était des scènes de ménage et qui se terminaient très très mal. Et je crois que le cyclisme a été gagnant également. Il ne se passe pas une journée sans qu'on parle d'Anquetil et bien sûr de ce fameux duel Puy-de-Dôme. À 950 mètres du sommet, Anquetil craque. Poulidor l'a vu et là, il fait appel à toute son énergie. Lui aussi pourtant ne pédale pas facilement. Mais il continue, il prend 10 mètres, 20 mètres, puis 20 secondes, 30 secondes, et au sommet, ce sera 42 secondes d'écart entre Poulidor et Anquetil. J'ai failli battre Anquetil en 64, et 10 ans après, j'ai failli battre Merckx en 74. Alors pour moi, ça reste beaucoup ancré en mémoire. Anquetil concède 1 minute 37 secondes à Jiménez, 42 secondes à Poulidor. Autant dire que l'on ne saura que mardi soir qui remportera ce Tour de France. Anquetil était inclassable. Il était inclassable au point de vue homme, au point de vue sportif. Je pense que là, il était nettement en tête. J'ai eu l'occasion de le connaître en fin de vie. Pour moi, il était inclassable à tout point de vue. C'est un homme exceptionnel. Un homme exceptionnel, Jacques Anquetil. Thierry Marie nous a rejoint sur ce plateau. Vous êtes le dernier Normand à avoir porté le maillot jaune du Tour de France. C'était en 1992, à l'issue de la deuxième plus longue échappée de la Grande Boucle, 234 km devant, avant d'arriver au Havre. Le duel Poulidor-Anquetil, on vous l'a raconté en fait. Hein. Vous aviez un an. Un an, oui. En 1964. Jacques Anquetil a été votre sélectionneur ensuite. Anquetil Poulidor, ça évoque quoi pour vous? Eh ben, ça évoque mes parents, parce que donc, ma mère était anquetiliste et mon père était poulidoriste. Donc je veux dire que là, il y a eu des... Ils n'ont pas divorcé. Ils n'ont pas divorcé. Et tension dans la famille. Et bon, Jacques, c'était un Normand, donc, et puis donc avec mon frère, on a fait du vélo, donc on était pour Jacques Anquetil, parce que déjà le vélo, c'est le contre-la-montre, et comme disait tout à l'heure Daniel, c'est le Mozart des contre-la-montre. Il a tout inventé dans les contre-la-montre, parce qu'après tout le monde s'est inspiré de son œuvre. Indurain, Bernard Hinault, puis il n'était pas avare de conseils. Et il voulait avoir un successeur. Et son successeur, il disait que c'était Philippe Bouvattier.
Daniel Manjas, vous avez parlé avec Jacques Anquetil de cette rivalité avec Poulidor. Il en souffrait? Je les ai vus après leur carrière. Ouais. Et ils étaient les plus grands ennemis. Il faut savoir que Raymond et Jacques m'ont dit la même chose. Quand ils étaient logés dans le même hôtel, ce qui arrivait sur les routes du Tour de France, quand Jacques rentrait par l'entrée principale de l'hôtel, Poulidor rentrait par les cuisines et inversement. Ils ne voulaient pas se croiser, il y avait une rivalité. On ne parlait pas de politique ni de gauche ni de droite à l'époque. On était dans les repas de famille, c'était Anquetil-Poulidor. Je pense qu'il a souffert d'un manque de reconnaissance du public qui était poulidoriste. Et Jacques aimait les gens. Mais cette timidité faisait qu'il établissait, on avait l'impression qu'il était distant, ce qui n'était pas du tout le cas. Mais il était incompris quelque part. Oui, voilà, il était incompris. D'ailleurs, je crois qu'il avait baptisé son bateau sifflé après un Tour de France parce qu'il ne comprenait pas que le public le siffle alors qu'il faisait des efforts. Contrairement à une idée reçue, il travaillait pour être le meilleur. Alors, il n'y a que 3 coureurs qui ont gagné 5 fois le Tour de France, Jacques Anquetil, Eddy Merckx et Bernard Hinault. Ils ont écrit les plus belles pages de l'histoire du cyclisme. Bernard Hinault qui salue la mémoire de Jacques Anquetil, dont il était très proche, on pourra le redire tout à l'heure. Je vous propose de l'écouter. Je l'ai rencontré en tant qu'homme, puisque je suis le parrain de Christopher, et c'est un grand plaisir d'avoir accepté ça. C'est quelqu'un de simple. Je pense que ses racines ont joué. Il vient un petit peu du milieu agricole et c'était un personnage un peu à part. Donc il m'a raconté plein de choses. C'était pas celui qui était le vainqueur, un peu comme était Eddy Merckx, où il voulait tout gagner. Jacques, lui, il était souvent en fin de peloton et puis il attendait. Et puis au moment, boum, il avait cette puissance, cette force mentale pour aller chercher la victoire. C'est le premier à avoir gagné 5 fois le Tour de France. C'est quand même pas rien. Il n'y en a pas eu beaucoup qui l'ont imité depuis lui. On a marqué nos époques, on a fait ce qu'on avait à faire, c'est-à-dire gagner des courses. Et je crois que ça, c'est le plus important. Voilà, l'hommage de Bernard Hinault à Jacques Anquetil, 10 Tours de France à eux deux. Que serait-il passé s'ils avaient couru l'un contre l'autre? Qui l'aurait emporté? Là, c'est très difficile de mettre en relation les différentes générations. Un pronostic quand même. Mais ce sont 2 caractères différents, mais 2 exceptionnels champions. Ça aurait été difficile. Mais je pense... Il y avait un grimpeur et un rouleur. Voilà. Jacques, au niveau du contre-la-montre, 9 Grands Prix des Nations, 9 victoires. Il gagne le Grand Prix des Nations, il n'a pas encore 20 ans, 140 km contre la montre, rendez-vous compte. Il met le 2e à 9 minutes. Oui. Et c'est sur les routes de la Manche qu'il avait commencé, autour de la Manche, où il bat Brancard, Sablinski et autres. C'était impressionnant. Alors, on va évoquer la question du dopage, un objet dans l'histoire de Jacques Anquetil. Jacques Anquetil a avoué qu'il s'était dopé à plusieurs reprises. Il avait déclaré notamment « Je préfère me faire des piqûres de caféine plutôt que de prendre un café et de me faire mal au foie ». C'était Jacques. Une image qui restera comme le plus grand exploit jamais réalisé également. En 1965, on va le voir, il remporte le Dauphiné libéré après 8 étapes et notamment pas mal d'étapes de montagne. 8 heures plus tard, simplement, il se présente au départ de la classique Bordeaux-Paris, 600 km en pleine nuit, 12 heures passées sur le vélo, et il dira à l'arrivée « On ne réalise pas ce genre d'exploit en prenant des morceaux de sucre ». Daniel Manjas, vous en avez parlé avec lui, ça? Moi, j'ai fait Bordeaux-Paris, mais en voiture, donc je prenais des morceaux de sucre. Mais comment c'était possible? C'est un sport d'endurance déjà. Mais au niveau du dopage, j'en ai parlé avec Raymond Poulidor, et Raymond disait, je pense qu'il était un de ceux qui connaissait le mieux Jacques, et qui était aussi dans son intimité, disait il en dit plus qu'il en faisait. Et je pense, il avait ce côté, c'était un bluffeur, Jacques. Même quand il était mal, il voulait donner l'impression d'être bien. Non, je ne pense pas qu'il y ait, à l'époque, donc déjà, ce n'était pas le combat qu'il y a aujourd'hui, parce que les produits n'étaient pas les mêmes. Mais je pense que la classe, il l'avait, parce qu'à 17 ans, quand vous gagnez le maillot des jeunes, quand vous gagnez le Tour de la Manche, quand vous allez gagner le Grand... Quand vous faites les Jeux Olympiques en 1952, il a 18 ans, il a à peine 18 ans, il va aux Jeux Olympiques à Helsinki. Donc non, c'était la grande classe. Je crois que ça n'aurait pas changé grand-chose. Alors, on va voir une image, c'est celle de Michel Drucker, qu'on a entendue il y a quelques instants, en discussion avec Thierry Gouvenou. C'est
le directeur sportif du Tour de France. C'est lui qui dessine le tracé du Tour. Les deux hommes ont au moins 2 points communs. C'est qu'ils adorent le vélo et qu'ils sont tous les deux originaires de Vire, dans le Calvados. Thierry Gouvenou qui évoque Jacques Anquetil, qu'il avait rencontré d'ailleurs et qui restera un modèle pour toute une génération de coureurs pour lui. Je l'ai rencontré une seule fois et c'était malheureusement à quelques mois de son décès. C'est vrai que la maladie, on sentait que la maladie allait prendre le dessus. Et malgré cela, il avait animé une conférence à Vire. Et c'est vrai que c'était quand même assez poignant. Il avait ce sens de la tactique, il était très fort dans les contre-la-montre, il gérait énormément les écarts. Et quelque part, maintenant, les coureurs actuels sont des copies de Jacques Anquetil. Et c'est vrai qu'il aurait été forcément à l'aise. C'était un précurseur, en fin de compte, du cyclisme qu'on connaît actuellement. Suite à des affaires à des propos comme les siens, comme après la mort de Tom Simpson, tout ça a fait que la lutte antidopage a évolué. Mais il fallait, parce que quelque part, on n'en connaît pas toujours les conséquences après. Et Jacques Anquetil déclarait, s'il fallait pour devenir un grand champion passer chez le pharmacien, eh bien, mon facteur serait champion du monde lui aussi. Je crois que Thierry Marie, vous retrouvez le personnage que vous avez connu? Oui, je pense qu'il avait quelque chose pour cacher un peu ses émotions, il disait des choses aussi. C'est vrai que Jacques, il donnait beaucoup de conseils. Vous savez, si Stéphane Roche a gagné le Tour de France, c'est grâce à Jacques. Parce que Jacques lui a dit, il l'a observé, il lui a dit tu devrais faire comme ça, tu devrais aussi pas parler trop, de te concentrer un peu plus. Et puis l'année d'après, en 87, il a gagné le Tour. Donc voilà, ça c'était Jacques. Et puis il n'était pas avare de ses conseils, c'est fort. Puis je pense que Bernard Hinault aussi, il a dû... s'il a gagné 5 Tours de France, parce qu'il savait le potentiel de Bernard, donc il l'a forcément aidé par ses conseils. Alors on a des espoirs, Normand, qui roulent bien, notamment le petit Guillaume Martin. Oui. Et alors, lui, en plus, il a un double avantage, c'est qu'il a décroché un master de philosophie. Absolument. Il a la tête bien faite et puis les jambes qui tournent fort. C'est le premier Français dans le maillot des jeunes cette année sur le Tour de France. Il y a une relève justement, Daniel Manjas. Oui, je pense, on parle de Martin, moi ça me fait penser à Raymond Martin. Et je pense qu'ils sont un peu dans le même registre. Guillaume Martin a fait 23e du Tour, c'est un excellent grimpeur. Il peut envisager un jour, pourquoi pas, le maillot à poids de meilleur grimpeur. Il faut dire que le maillot jaune a souvent réussi aux Normands. Il y a Jacques, bien entendu, il y a eu Jean-Claude Lebeaube, il y a eu Thierry Marie, il y a eu Vincent Barthaud, qui a également été maillot jaune. Puis on a un jeune Normand qui s'appelle Benoît Cosnefroy, et qui est champion du monde dans la catégorie espoir, donc c'est génial. En un mot, quelle image vous aimeriez garder de Jacques Anquetil? Moi, je garde l'image. J'ai eu la chance de passer une semaine avec lui, petit déjeuner, avec Raymond et Jacques et moi-même. Là, j'ai vécu un rêve qui est devenu réalité. Et Thierry Marie? C'est contre-la-montre. C'est vraiment la perle, le virtuose. Ouais, moi, je ne me lasse pas de regarder les photos de Jacques contre la montre. Très bien. Et vous continuerez à le faire. Merci Thierry Marie, Daniel Manjas, Dominique, la compagne de Jacques Anquetil. Merci à toutes les équipes de France 3 Normandie qui m'ont aidé à préparer cette émission. Jacques Anquetil restera sans doute le plus grand champion que la Normandie ait connu. Et il nous paraissait légitime, 30 ans après sa disparition, de lui rendre hommage. Merci et à très bientôt. Ça, c'est... Montrez-le-moi, ça.